Dans le contexte européen tumultueux de la fin du XIXe siècle, une nouvelle forme de haine commença à s'enraciner, l'antisémitisme racial. Bien loin des anciens préjugés religieux, il s'agissait d'une doctrine pseudo-scientifique qui prétendait expliquer le progrès et le déclin des civilisations par la pureté du sang. C'est dans cette atmosphère saturée de nationalisme, de théories eugénistes et de crise sociale qu'Adolf Hitler allait naître, jeune homme frustré qui transformerait ses échecs personnels en une croisade idéologique. Son séjour à Vienne, marqué par cette période, fut déterminant. Par il pensée pan-germanique et il ressentiment social, moulé un esprit. Il cherchait des coupables extérieurs à sa défaite intérieure. À travers des figures comme Schönerer, Luger et Wagner, Hitler s'est imprégné d'une vision du monde où le juif était un symbole de corruption morale, de décadence culturelle et de menace existentielle. Le défaite allemand dans le d'abord guerre-monde, non seulement dévastait un empire, mais qui nourrissait le narratif de le trahison et le conspiration. Hitler trouvait donc le indice de son message, transformer la souffrance nationale en une mission de rédemption. Ce documentaire explorait le racine psychologique, idéologique et politique de la détestée, qui a transformé un homme marginalisé en architecte du plus grand crime du XXe siècle. Vienne et Linz, l'origine idéologique de l'antisémitisme moderne en Europe. Pour comprendre la haine qui allait marquer l'histoire, il faut remonter au monde dans lequel Adolf Hitler est né. L'Europe, à la fin du XIXe siècle, était empreinte d'une tension palpable. Ethnique, théorie raciale et ressentiment social où germait l'antisémitisme moderne est une idéologie qui a transformé d'anciens préjugés religieux en une doctrine raciale aux prétentions scientifiques. Pendant des siècles, le rejet des Juifs a été justifié par le clergé, mais après les Lumières et la Révolution française, lorsque les puissances européennes ont reconnu leur égalité juridique, en Prusse à partir de 1812 et en 1890, le rejet des Juifs a été justifié par le clergé. L'Autriche-Hongrie, depuis 1867, commença à s'intégrer à la vie publique et son succès économique, notamment dans les secteurs bancaires, commercial et culturel, suscita la méfiance d'une partie de la population. Moyenne battue par l'industrialisation et le crise de 1873, devenir de « les minorités marginalisées » sont devenues des concurrentes visibles dans un monde qui évoluait trop vite. Cette frustration a été exploitée par des penseurs qui ont transformé la vieille haine en théorie raciale. Arthur de Gobineau. Il a déclaré que le histoire de la civilisation. Cela dépendait de la pureté du sang. Les Aryens furent les véritables créateurs de la culture, tandis que le métissage des races je portait à la pourriture. Bien que non attaquées directement à le juif, leur idée, elles furent réinterprétées par les nationalistes allemands, qui les combinèrent au darwinisme social pour justifier des hiérarchies biologiques où l'humanité était divisée en races, des races supérieures, destinées à dominer, et des races inférieures, condamnées à disparaître. Le journaliste Wilhelm Marr donna un nom à cette doctrine en 1879, en forgeant le terme « antisémitisme » et en affirmant, dans son ouvrage, la victoire du judaïsme sur le germanisme, que les Juifs n'étaient pas une communauté religieuse, mais une race étrangère menaçant le peuple allemand. Richard Wagner transposa ces idées dans la sphère culturelle, décrivant les Juifs comme un élément corrupteur de l'art et de l'esprit allemand et transformant son cercle de Bayreuth en une force politique. Dans un centre idéologique où ils ont mélangé mysticisme, nationalisme et racisme, de queue actuelle naîtrait Houston Stewart Chambellan, OMS, dans le Fondamentaux de le XIXe siècle, a dépeint les Allemands comme porteurs d'une mission divine et les Juifs comme leur antithèse, présentant l'histoire comme une lutte biologique entre deux races incompatibles. Parallèlement, des faux comme les protocoles des sages de Sion ont renforcé l'idée d'un complot juif mondial et, bien que totalement dénués de fondement, ils ont consolidé un mythe que beaucoup ont accepté comme vérité. En Autriche, l'antisémitisme a pris une nouvelle dimension. Politique spécifiquement, Georg von Schönerer prêchait le pureté raciale et le union. Au sein de la coalition pangermaniste, Karl Lueger, maire de Vienne, instrumentalisait la haine des Juifs à des fins électorales, séduisant les catholiques et la petite bourgeoisie appauvrie et présentant le Juif comme un symbole de décadence morale, responsable de tous les maux du libéralisme moderne.
Tel était le paysage idéologique de la capitale impériale lorsqu'en 1908, un jeune homme sans ressources ni formation arriva, en quête d'une place à l'Académie des Beaux-Arts. Adolf Hitler avait grandi à Linz, où l'influence de Schönerer était forte parmi les élèves et les enseignants, entendant dire que les Allemands étaient une race supérieure et que l'Empire austro-hongrois je devrait gratuit de leurs races étranges. Bien que dans Linz à peine une population juive y vivait, et ce discours sur la pureté ethnique est devenu une référence identitaire. Elle fit ensuite la connaissance d'August Kubizek, un jeune musicien avec qui elle partagea sa fascination pour Wagner et les arts, fréquentant l'opéra de Linz et rêvant de la splendeur de l'art allemand. Bien que Kubizek remarquait bientôt que Hitler non tolérait le critique, ni l'un ni l'autre le question. Dans sa vie privée, quelques mots mal choisis suffisaient à déclencher une explosion de colère sous son apparence polie. Cette impulsivité coexistait avec une timidité extrême qui le poussait à idéaliser une jeune femme nommée Stéphanie Isaac, qu'il regardait passer sans jamais oser lui adresser la parole, nourrissant son engouement uniquement dans son imagination, un schéma qui se répéterait tout au long de sa vie, une attirance frustrée muée en ressentiment. Dans 1907, voyage à Vienne pour entrer dans l'Académie de Beaux-Arts, portait avec lui un dossier rempli de dessins architecturaux, convaincu que son talent serait reconnu. Mais l'examen révéla que ses œuvres étaient dépourvues de figures humaines, et la commission lui recommanda d'étudier l'architecture plutôt que la peinture. Ce refus fut un coup dur. Il se sentit rejeté non seulement par une institution, mais aussi par le monde qu'il aspirait à dominer par son art. Tandis qu'il tentait de surmonter cet échec, sa mère, Clara, agonisait à Linz, victime d'un crime non précisé. De cancer. Hitler le a pris soin avec livraison totale, être le unique personne à le que j'ai aimé sans réservation, et son la mort dans décembre de que même année il laissait profondément marqué. La scène dont se souviendrait le médecin juif Édouard Bloch, le jeune homme pleurant inconsolablement, remerciant entre deux sanglots pour les soins reçus, révèle une blessure qui ne guérirait jamais. Des années plus tard, devenu fureur, il ordonnerait de protéger Bloch, qui appelait « il juif noble ». Dans que contradiction tôt il aperçut un esprit que elle séparait l'exception du principe, l'individu de la masse, justifiant ainsi la déshumanisation. Après la mort de sa mère, il fut placé sous la tutelle d'un vieil ami de son père et refusa tout emploi ou formation pratique, persuadé d'être destiné à devenir un grand artiste. Grâce à l'intervention d'un voisin, il eut l'occasion de rencontrer le prestigieux professeur Roller, décorateur de l'Opéra d'État de Vienne, mais une timidité maladive le paralysa. Il se rendit 3 fois à l'opéra et à chaque fois rebroussa chemin avant de monter les marches, finissant par déchirer la lettre de recommandation. L'espoir de changer son destin s'évanouit alors, victime de sa propre peur. En 1908, il retourna à Vienne, cette fois accompagné de Kubizek, qui avait été admis au conservatoire. Partage une chambre dans un pension modeste. Hitler était le des journées entières enfermé, à dessiner des plans, à écrire des pièces impossibles et à rêver de projets. Monumental, rejetant n'importe lequel emploi qu'envisagerait inférieur, alors que son monde intérieur était devenu un refuge de fantasmes grandioses, où la réalité lui échappait. Dans ses accès de colère, il blâmait les autres, le monde universitaire, la société, voire le destin, et ce besoin constant de trouver un coupable allait constituer les prémices de sa future mentalité conspiratrice. Les soirées à l'opéra lui offraient une échappatoire où, au son de la musique de Wagner, il s'immergeait dans un univers où la rédemption, le sacrifice et la pureté raciale se mêlaient à mythologie germanique. Wagner n'en était pour il seulement un compositeur, mais un prophète culturel, de que absorbé il drame et le putting dans scène totale, que années plus loin en retard, il transposa plus tard cette habileté dans ses discours politiques, et ses prestations devinrent, à son insu, sa première école de manipulation émotionnelle. Malgré son orgueil, il n'évitait pas le contact avec les Juifs. Il assistait à des réunions musicales chez le docteur Rudolf Jauda, une famille juive cultivée qui l'accueillit avec courtoisie. Là, il se sentait déplacé, conscient de son manque d'instruction et de son insécurité sociale, et cette expérience, être le moins préparé parmi ceux qu'il considérait comme inférieurs de naissance, a peut-être alimenté son ressentiment latent. En 1909, sa vie bascula. De nouveau rejeté par l'Académie et sans ressources, il sombra dans la misère, erra dans les rues, dormit dans des abris et dut même mendier,
tandis que son apparence, autrefois soignée, se dégradait jusqu'à la misère. Dans les abris, il rencontra à Reinhold Hanich un tran que Toit proposé peinture carte postale et Vandelay dans Hitler accepta le poste, malgré sa peur de la police et sa honte de son apparence. C'était sa première source de revenus stables, un emploi précaire qui lui redonna un certain sentiment de contrôle. Finalement, il trouva un certain équilibre à la maison des hommes de la Meldemannstrasse, un foyer bien organisé où chaque résident disposait de sa propre chambre. Il y passa 4 ans, dévorant les livres, peignant des aquarelles et participant à de longues discussions politiques qui forgèrent sa vision du monde. Il s'imprégna des idées pangermaniques qui exaltaient la pureté du peuple allemand et abhorrait le métissage de l'Empire austro-hongrois, admirant Schönerer et le maire Lueger, qui instrumentalisaient l'antisémitisme à des fins politiques. Cependant, les témoignages contemporains indiquent que, durant ces années, il n'était pas encore antisémite. Il parlait avec respect de la culture juive, entretenait des amitiés avec des marchands d'art comme Samuel Morgenstern et vendait ses tableaux presque exclusivement à des marchands. Juif, à OMS considéré plus loin juste dans le paiement que le chrétien. Son détesté par tellement, non il y avait né toujours, seulement il était gestation, nourri par frustration personnelle et par l'atmosphère idéologique d'un Vienne saturé de racisme et nationalisme. Le pauvreté extrême et l'isolement renforçaient son méfiance vers le « en outre ». Éviter. Il évitait tout contact physique, rejetait l'intimité et restait distant même avec ses rares amis. Cette solitude prolongée, conjuguée à des échecs successifs, forgea une personnalité oscillant entre victimisation et mégalomanie. Il se voyait comme un génie méconnu, promis à des œuvres majeures que le monde serait incapable de reconnaître, avec une estime de soi aussi démesurée que fragile. Il avait besoin de se sentir exceptionnel, mais chaque échec le replongeait dans le ressentiment, et cette contradiction intérieure, entre le sentiment d'être choisi et celui d'être humilié, nourrissait un terreau fertile pour ses idées paranoïaques. Dans 1913, décidé à abandonner l'Empire que méprisait, il transfère à Munich ensemble à un jeune apprenti nommé Rudolf Hössler, refusant de servir dans l'armée austro-hongroise qu'il considérait comme un symbole de décadence multiculturelle, trouva davantage d'affinité en Bavière. Une société qui exaltait l'identité allemande et voyait les étrangers avec suspicion. Il vivait modestement, vendant des aquarelles dans les cafés et les brasseries et affichait une discipline extérieure qui contrastait fortement avec son monde intérieur chaotique. Munich serait son dernier refuge avant la guerre et aussi le point de convergence de toutes ces tensions, la nostalgie de la grandeur allemande, le ressentiment envers Vienne, la frustration d'un artiste raté et le désir de rédemption par une cause supérieure. Il n'avait pas encore rencontré d'ennemis désignés, mais le terreau de ses pensées était déjà en place. Sa vie, marquée par la guerre, était déjà en train de se forger une identité propre. Par la sensation de avoir été humilié et banni, j'avais besoin d'une explication qui le dédouanerait de toute responsabilité. Lorsque la guerre éclata à l'été 1914, Hitler avait 25 ans et sa vie était marquée par l'échec. Son séjour à Vienne et son bref passage à Munich ne l'avaient préparé à rien, donné ni l'un ni l'autre stabilité, ni l'un ni l'autre cours. Dans son à l'intérieur, ils vivaient ensemble la frustration de l'artiste refusé et la conviction que le destin lui réservait encore une mission transcendante. L'annonce de la mobilisation fut une révélation pour lui. Dans Mein Kampf, il évoquera ce moment avec un mélange de exaltation et ferveur mystique, adage à voir à genoux pour remercier au chéri l'opportunité de vivre des temps si glorieux, sans éprouver de peur, mais un sentiment de rédemption. Bien que citoyen autrichien, il parvint à s'engager comme volontaire dans l'armée bavaroise, un détail négligé par les officiers dans le chaos administratif du début du conflit. Il fut affecté au 16e régiment d'infanterie de réserve, surnommé le Régiment de la Liste. En octobre 1914, il partit pour la Belgique et fut témoin des horreurs de la guerre. Les tranchées d'Ypres, sur les 3600 hommes du régiment, seuls 600 survécurent et Hitler en sortit indemne, bien que son uniforme fût mis en lambeaux par les balles. Cette première expérience de mort en masse le convainquit que la survie était un signe du destin. Peu après était promu à Cap et assigné comme messager, un tâche risquée mais moins misérable que le vide dans le tranché, porter ordres entre les positions de commande et les lignes de front.
Une fois, une explosion a tué presque toute son équipe d'officiers, et Hitler survécut miraculeusement. En 3 semaines, il échappa à la mort à 2 reprises. Ce mélange d'horreur et de chance renforça son sentiment d'être protégé par une puissance supérieure, une idée qui deviendrait plus tard un élément de sa rhétorique messianique. Pour la première fois, Hitler trouva un environnement où il se sentait utile et accepté. Au sein du régiment, il trouva le communauté que jamais il y avait, une structure hiérarchique, camaraderie et une cause commune, étant décrit par ses supérieurs comme disciplinés, réservés et consciencieux. Il a évité le débat politicien, sauf quand quelqu'un doutait de la triomphe allemand, moment dans que son apparent calme il cassait dans explosions de va patriotique, croyant aveuglément à l'invincibilité de l'Allemagne. Durant ces années, rien ne prouve qu'il ait manifesté un antisémitisme actif. Ses camarades se souviennent d'un homme discret, obsédé par l'ordre, qui ne montrait aucune hostilité envers les Juifs. Paradoxalement, l'un des officiers qui a recommandé sa décoration avec la Croix de Fer, de d'abord classe dans 1918, était-il lieutenant Hugo Gutmann, un juif allemand, et Hitler accepta la médaille sans objection, même s'il la qualifierait des années plus tard de lâche, révélant ainsi comment les événements de l'après-guerre allaient transformer sa vision du monde. La vie militaire lui offrait également un sentiment de contrôle. Il refusait les permissions, dormait avec son chien Foxel, un petit terrier qu'il adorait, et évitait tout contact social superflu, ne buvant pas, ne fumant pas et ne fréquentant pas les maisons closes, et préférant passer le heure en lisant soit dessins. Leurs compagnons, ils ont surnommé le artiste, et ils se moquèrent de son gravité morale. Quand quelqu'un il exhortait à apprécier avec une prostituée française, répondit avec indignation que ce serait une honte pour l'honneur allemand, renforçant ainsi ce mélange de rigidité morale et de détachement émotionnel dans sa vision du monde, comme une lutte entre pureté et décadence. Les batailles de la Somme et de la Marne, il a expliqué au enfer de l'affront. Était blessé en 1916, il fut transféré dans un hôpital de Belitz, près de Berlin, où, au lieu de se reposer, il passait ses journées à visiter des musées. Pour lui, la guerre n'était pas seulement destruction, elle était aussi une purification. Dans cartes écrites en 1915 déjà exprimait son désir de que le conflit, cela purifierait l'Allemagne des influences étrangères, cette idée devenant une nation purifiée par de la sacrifier dans un le pilier de son pensée plus tard. Qu'en retour au front en 1917, son comportement n'avait guère changé. Il demeurait un soldat exemplaire, mais sans attaches affectives, ne recevant ni lettres ni colis, sans famille ni amis proches, la guerre étant devenue son seul foyer. Plus qu'un conflit, c'était pour lui un lieu d'appartenance, une structure ordonnée qui remplaçait le chaos de sa vie antérieure, le régiment List étant, selon ses supérieurs, sa véritable famille. Mais que apparente stabilité, il cassait dans octobre de 1918 quand, pendant un lors de l'offensive d'Ypres, en Belgique, une attaque au gaz moutarde le rendit temporairement aveugle. Évacué à l'hôpital de Pacewalk, il y apprit la terrible nouvelle. L'Allemagne avait perdu la guerre. La monarchie s'effondrait, les soldats se mutinaient et à Berlin, un nouveau régime était proclamé. Le République. Depuis son lit, l'ancien artiste est maintenant vétéran sans patrie. Il a vécu cette défaite comme une trahison, la capitulation du pays pour lequel il avait tout offert sans condition. Que choc était, selon leurs propres mots, le moment décisif de son vie. De soldat à agitateur, la création d'une voie politique brutale. Il resta silencieux pendant des jours à l'hôpital de Pacewalk, incapable de comprendre que l'armée, l'empire et le structure que toi il y avait donné sens, il y avait s'est effondré. Quand il fut démobilisé fin novembre 1918 et retourna à Munich, qui abritait désormais davantage de soldats. De 40 000 militaires démobilisés sans emploi, ni l'un ni l'autre perspective. L'ancien commande, tout avait disparu. La monarchie bavaroise avait été abolie. Les rues pavoisées de drapeaux rouges et les soldats formaient des conseils révolutionnaires. Le nouveau gouvernement, dirigé par Kurt Eisner, intellectuel socialiste d'origine juive, prônait la liberté, la justice sociale et la réconciliation avec les vainqueurs. Sans domicile fixe ni famille pour l'accueillir, Hitler s'accrocha à l'armée, seul moyen de survie. Il fut affecté à des tâches subalternes. Garde dans le dépôt de prisonniers de Tronstein et messager occasionnel,
Il resta dans le seul bâtiment qu'il connaissait. L'armée bavaroise conserva alors quelques 30 000 efficaces, infraction de le presque 300 000 qu'il y avait mobilisés pendant la guerre. En mars 1919, lorsque les communistes organisèrent une grève générale qui paralysa la Bavière, le gouvernement d'Hoffmann se réfugia à Bamberg, laissant Munich aux mains des conseils ouvriers. Le 21 février, Kurt Eisner avait été abattu par le comte Anton von Arco au Valais, un jeune nationaliste d'origine juive. Je cherchais à démontrer son loyauté à le cause allemand. Il assassina déchaîné un chêne des affrontements qui culminèrent, 6 semaines plus tard, avec la proclamation de la République soviétique de Bavière. Le nouveau gouvernement, dirigé par des révolutionnaires de gauche, parmi lesquels Eugène Leviné, Max Levien et Gustav Landauer, plusieurs d'origine juive, établit des conseils ouvriers, abolit temporairement la monnaie comme moyen d'échange et confisqua les biens bourgeois dans une tentative désespérée d'imiter la révolution russe. Hitler, sans aucune conviction politique définie, n'en a pris jeu public. Il a marché dans les funérailles de Eisner, portait un brassard rouge, plus par prudence que par conviction idéologique. Son seul objectif était de conserver son poste militaire, qui lui assurait un salaire régulier de 50 marks par mois, alors que l'inflation commençait à éroder le pouvoir d'achat de la monnaie allemande. Lorsque la République soviétique fut écrasée en mai 1919 par les troupes gouvernementales du Reich et les Freikorps, unités paramilitaires composées d'anciens combattants brutalisés, la répression fut impitoyable. Des centaines de personnes furent exécutées sans procès dans les cours des casernes, et le peuple bavarois, profondément conservateur et catholique, associa ce bref régime à la terreur judéo-bolchevique. Les noms de ses dirigeants, Leviné, Landauer, Mussam, Toller, alimentèrent l'idée d'un complot juif international. Dans ce climat de peur et de violence, Hitler s'appropria tous les arguments, tous les slogans, toutes les théories qui circulaient au sein de l'armée nationaliste. L'antisémitisme, jusque-là latent dans la société bavaroise, devint une réalité, un discours dominant et socialement acceptable. Le narratif que ça commençait à « il se forgeait alors dans son esprit » et il le partagerait avec des millions d'Allemands, l'idée que l'Allemagne n'avait pas été vaincue militairement mais trahie de l'intérieur. La Dolchstoßlegende, ou légende du coup de poignard dans le dos, qui attribuait la défaite aux socialistes, aux pacifistes et aux juifs qui avaient sapé l'effort de guerre. Après le rétablissement de l'ordre conservateur, l'armée bavaroise réorganisa ses structures internes afin d'éradiquer toute trace de sympathie de gauche parmi ses troupes. Hitler échappa à la démobilisation générale et fut nommé à la tête d'une commission chargée de cette mission, d'enquêter à le militaire suspect d'avoir collaboré avec le régime communiste. Cette position le plaça pour la première fois au sein de l'appareil du pouvoir contre-révolutionnaire. Sa tâche consistait à interroger, dénoncer ou disculper ces... Il côtoyait des officiers supérieurs, ce qui lui permettait d'interagir directement avec des officiers nationalistes et antisémites de haut rang. Parmi eux figurait le capitaine Karl Mayr, chef de la section information et propagande de l'armée bavaroise, un homme cultivé et manipulateur qui recherchait des subordonnés disciplinés pour diffuser la propagande anticommuniste entre les troupes démoralisées. Dans Hitler, si exactement que il lui fallait, un subordonné obéissant, efficace et avide de réussite. En juillet 1919, Mayr l'envoya suivre une formation politique au palais de Porcia à Munich. Le séminaire réunissait plusieurs instructeurs ultranationalistes, dont l'économiste Gottfried Feder, connu pour sa théorie de la rupture des chaînes de l'intérêt asservissant, soutenait que le capital financier international, et donc la collecte des intérêts, les intérêts sur les prêts, étaient un outil de domination juive, présentant les juifs comme parasites qui se sont enrichis sans travailler, sans produire, sans contribuer au bien commun de la nation. Ces idées impressionnaient profondément à Hitler, que je portais pendant des années. Il chercha une explication cohérente à la ruine de l'Allemagne et à son propre échec. Grâce à Feder, l'antisémitisme cessa d'être pour lui un simple préjugé social et se transforma en une doctrine économique structurée, un système de pensée qui semblait tout expliquer. Il assista également aux conférences de l'historien Alexander von Müller, qui, il est resté surpris par l'intensité presque physique, avec le queue que jeune cap, mince, et le visage pâle, il débattait de politique et du destin de la nation.
Müller raconta plus tard comment, lors d'une discussion animée sur le traité de Versailles, Hitler avait captivé l'auditoire. Sa voix rauque, ses gestes tendus et nerveux, et son regard fixe et pénétrant dégageaient une énergie quasi hypnotique. L'historien fit remarquer avec enthousiasme à Mahir qu'il avait entre leurs étudiants un conférencier né. Quelqu'un capable de électrifier un public avec la force de sa conviction était indéniable. C'était la première fois qu'une autorité intellectuelle reconnaissait en lui cette capacité à fasciner et à mobiliser par les mots. Peu après ce stage, Hitler fut affecté au camp militaire de Lechfeld en tant que conférencier officiel de l'armée. Sa mission consistait à instruire les soldats de retour de captivité. À propos le danger de la communisme bolchevique et à propos l'humiliation de le traité de Versailles avait dépouillé l'Allemagne de ses territoires, de ses ressources et de sa dignité. Dans ses discours prononcés devant des auditoires captifs, son ton changea radicalement. Il commença à parler avec une véhémence obsessionnelle de trahison intérieure, de la nécessité de purifier l'Allemagne des éléments étrangers, de la menace juive qui infiltrait tous les aspects de la vie nationale. Il commandant de la camp, concerné par la virulence de leurs mots, il a appelé à la retenue. Cet avertissement constitue le premier témoignage écrit d'un discours ouvertement antisémite prononcé par Hitler devant un public militaire officiel. Ces paroles ont immédiatement trouvé un écho dans un pays dévasté et plein de ressentiment, dans une Allemagne cherchant désespérément des boucs émissaires pour expliquer sa chute de grandeur. Impérial jusqu'à la misère de la période d'après-guerre, leur accusation il semblait donner sens face à la souffrance collective. Il découvrit pour la première fois de sa vie le pouvoir transformateur de sa voix. C'est durant ces mois qu'il écrivit, à la demande expresse de Karl Mayr, son premier texte politique complet, la lettre dite de Gemlich, datée du 16 septembre 1919 et adressée à Adolf Gemlich, qui avait sollicité des conseils sur la question juive. Dans cette lettre, Hitler définissait les Juifs comme une race étrangère, dont l'influence néfaste devait être systématiquement éradiquée de la société allemande par des lois restrictives et des expulsions organisées. Il rejetait explicitement la violence spontanée des pogroms, traditionnels, prônant plutôt un antisémitisme rationnel, guidé et fondé sur l'État dans des buts légaux. Avec que l'être, Hitler fixait les fondamentaux éléments conceptuels de son idéologie future. L'idée d'un complot juif universel contrôlant la finance, la presse et les gouvernements, la nécessité d'un gouvernement autoritaire capable d'imposer des solutions radicales, et la croyance en la pureté raciale comme condition indispensable au salut national. Derrière cette apparente clarté idéologique se cachait un mécanisme psychologique qui se développait depuis sa jeunesse. Son besoin obsessionnel de trouver des coupables extérieurs était directement lié à des traits de caractère qu'Auguste Kubizek avait observés des années auparavant. Une méfiance extrême, une hypersensibilité à la moindre critique et une colère disproportionnée face aux remarques qu'il percevait comme des affronts personnels. La conviction que d'autres conspirèrent contre lui s'intensifia considérablement après la défaite de 1918. Ce qui était auparavant un conflit intérieur se projeta alors sur un ennemi extérieur clairement identifié. Dans la Bavière d'après-guerre, cet état d'esprit trouva une validation sociale immédiate. Les théories du complot étaient monnaie courante dans les tavernes, les casernes et les journaux. On parlait avec obsession d'un complot juif international, qu'il y avait démembré au Reich depuis à l'intérieur. Les brochures antisémites, les discours dans les cercles nationalistes et les articles de journaux répétaient inlassablement le même récit. Hitler n'a pas inventé ces idées. Elles circulaient en Europe centrale depuis la révolution russe de 1917. Il les a simplement assimilées avec avidité et réorganisées à sa manière. Les témoignages de ceux qui l'ont connu durant ces années révèlent un comportement récurrent. Ces conversations privées étaient empreintes de suspicion. Il était convaincu que chaque échec, personnel, militaire ou national, avait forcément un responsable, caché. Même entre camarades de l'armée, entretenu à distance une émotivité calculée. Elle ne prenait pas de notes écrites, évitait de signer des documents compromettants et préférait mémoriser leurs discours complets pour éviter que tomberaient dans mains ennemies. Été de 1919 cadre, il place de inflexion définitive, jusqu'à donc son ressentiment. Ses soupçons étaient restés des émotions vagues, sensibles clairement définies, mais dans un contexte historique marqué par l'humiliation nationale et la crainte d'un effondrement total de l'État, ces pulsions trouvèrent une direction concrète,
l'antisémitisme racial. Pour un esprit enclin à la méfiance, ces idées offraient une explication globale du monde. Elles lui procuraient un ordre mental, un sens à son existence et un ennemi parfaitement identifiable sur lequel projeter toutes ses frustrations accumulées. L'antisémitisme a alors servi de moule parfait à leur structure mentale préexistante. Dans son perception déformée, le juif déjà non était individu avec non pas ses propres biographies, comme celle du docteur Bloch, des Jahodas ou des marchands d'art qui achetèrent ses aquarelles, mais une force secrète qui menaçait la nation de l'intérieur, infiltrée à tous les échelons du pouvoir. La propagande völkisch et les discours officiels de la Reichswehr lui fournissaient un cadre conceptuel où son ressentiment personnel se muait en une certitude idéologique en apparence inébranlable. Cette symbiose entre psychologie individuelle et idéologie collective engendrait un cercle vicieux. Plus il s'imprégnait des idées antisémites de son environnement, plus sa méfiance s'accentuait, et plus il les assimilait, plus ses soupçons s'intensifiaient. Plus loin méfiance instinctivement de la monde, plus loin j'avais besoin d'un narratif structuré, cela justifierait cette méfiance. À la mi-1919, cette fusion était achevée. Les rapports militaires de l'époque, comme celui rédigé par le commandant Bent après une inspection à Lechfeld, en témoignent. D'abord, intervention publique dans le que Hitler blâmait explicitement à le juif de la ruine allemande, utilisant des arguments pseudo-scientifiques sur la race et la biologie. Il ne s'agissait plus de simples répétitions mécaniques de la propagande officielle, mais d'un discours profondément intériorisé, articulé avec précision et chargé d'émotions authentiques et de convictions absolues. En quelques mois seulement, la frustration du soldat désorienté pleurant à Peiswalk s'était muée en la certitude de l'agitateur politique. L'homme qui jusqu'à donc il y avait a été un observateur silencieux de la chaos allemand, il y avait, elle a enfin trouvé sa voie. Et cette voie, née du ressentiment accumulé au fil de décennies d'échecs personnels et alimentée par le climat de haine de l'après-guerre, allait bientôt résonner dans les brasseries de Munich. Il prit de le guerre, accomplir la prophétie dans le sang. La transformation d'Hitler, d'agitateur marginal à chancelier du Reich en janvier 1933, a fait de ses idées une politique d'État. Dès les années 1920, ses discours dans les brasseries munichoises contenaient déjà un langage qui déshumanisait systématiquement le peuple juif. Il le comparait à des bactéries, des parasites ou des poisons menaçant la santé nationale. Le 13 août 1920, à la Hofbräuhaus, il déclara que le problème juif devait être réglé à la racine par leur expulsion physique d'Allemagne. Ce n'était pas encore un programme d'extermination, mais il en anticipait la logique qui le rendrait possible. La nation comme un corps biologique malade que je devrais être guéri à travers l'élimination de la censée agent infectieux. Durant les premières années du régime nazi, entre 1933 et 1939, Hitler n'ordonna pas l'extermination physique des Juifs allemands. Sa politique visait à les contraindre, par des pressions économiques et sociales, à l'émigration. Les lois de Nuremberg de 1935 les exclurent de la citoyenneté allemande et interdirent les mariages mixtes, instaurant ainsi une ségrégation légale totale. La arianisation entraîna la confiscation des commerces juifs, qui furent ensuite transférés à des propriétaires allemands. La nuit de cristal, le 9 novembre 1938, détruisit 267 synagogues, plus de 7000 commerces et provoqua la déportation de 30 000 juifs vers les camps de concentration. Il but déclaré était forcer l'émigration massive. Entre 1933 et 1939, environ 280 000 juifs ont quitté l'Allemagne, laissant derrière eux des biens et des actifs. Cependant, l'expansion territoriale a compliqué ce modèle. Avec l'annexion de l'Autriche en mars de 1938, ils ont ajouté 185 000 juifs plus loin au Reich. Le profession de la Tchécoslovaquie accueillit 120 000 personnes supplémentaires en mars 1939. L'invasion de la Pologne en septembre de la même année plaça près de 2 millions de juifs polonais, la plus importante communauté juive d'Europe, sous contrôle allemand. L'émigration n'était plus envisageable. Aucun pays n'était disposé à les accueillir. Des millions de réfugiés et le guerre colline le itinéraire de échappement. Le régime a commencé puis exploré des alternatives plus radicales.
Le premier projet fut le plan Nisko-Lublin d'octobre 1939, conçu par Adolf Eichmann pour regrouper les Juifs dans une réserve en Pologne occupée, près du fleuve San. L'opération entraîna la déportation d'environ 95 000 Juifs avant d'être suspendue en avril 1940 en raison de conflits. Logistique avec le gouvernement général de Hans Frank. Dans juin de 1940, après la chute de la France, le plan Madagascar a vu le jour. Déporter 4 millions de Juifs européens vers l'île française de Madagascar, située dans l'océan Indien. Ce plan nécessitait 120 navires et 4 années d'opération. Mais la continuation de la guerre avec Super-Bretagne, que contrôlait le Lévois maritime, rendait la chose impraticable. Ces projets partageaient un objectif commun, éliminer la présence juive sans pour autant recourir à un génocide systématique. Le changement décisif survint avec les préparatifs de l'invasion de l'Union soviétique. Le 30 mars de 1941, Hitler rencontrait à plus loin de 200 officiers de la Wehrmacht dans la chancellerie du Reich et présenta la campagne comme une guerre d'anéantissement contre le judéo-bolchevisme. Il ordonna que les commissaires politiques soviétiques, dont beaucoup étaient juifs, soient exécutés dès leur capture, violant ainsi les conventions de la guerre. Groupes d'intervention étaient organisés avec 3000 hommes de l'EHH, le police et il SD, affectés à le groupe de armée Nord, Centre, Sud et au 11e armée. Son mission officielle. Il s'agissait de sécuriser l'arrière-garde, mais ses ordres réels incluaient l'exécution de juifs, de responsables communistes et de gitans. Lorsque l'opération Barbarossa débuta le 22 juin 1941, les Einsatzgruppen lancèrent des exécutions de masse. Durant les premiers mois, les fusillades visaient principalement les hommes juifs en âge de porter les armes, présentés comme des collaborateurs du parti. Mais en août 1941, les ordres furent étendus aux femmes et aux enfants, systématiquement. Le 29 et le 30 de septembre, dans île Ravin de Bebeyar, près à Kiev, l'Einsatzgruppe C a exécuté 33 771 juifs en 2 jours. Fin 1941, les Einsatzgruppen avaient assassiné plus de 500 000 personnes sur le territoire soviétique. Le discours du 30 janvier 1939 fournissait la justification idéologique de cette escalade. Ce jour-là, commémorant le 6e anniversaire de son accession au pouvoir, Hitler prononça devant le Reichstag ce qui allait devenir sa prophétie. Si les financiers, juifs internationaux, ils ont traîné encore à Europe à un guerre l'issue mondiale, affirmait-il, ne serait pas la bolchevisation de la terre et la victoire du judaïsme, mais l'anéantissement du peuple juif en Europe. Il ne s'agissait pas d'une remarque anodine. Hitler la répéta au moins 10 fois entre 1939 et 1945 en faisant la pierre angulaire rhétorique du génocide. Cette prophétie opérait à plusieurs niveaux. Elle constituait une menace diplomatique pour les puissances occidentales, une justification préventive de l'extermination et un renversement des responsabilités, faisant porter aux victimes la responsabilité de leur propre sort. Lorsque la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, Hitler interpréta leur menace comme une autorisation d'agir. Selon sa logique paranoïaque, les Juifs avaient provoqué la guerre et devaient désormais en payer le prix. Cette interprétation se renforça après l'entrée en guerre des États-Unis. Il 11 de décembre de 1941. Pour Hitler, le misère États-Unis, à le qu'il a attribué contrôle juif à travers de finances de murs rues, confirmait l'existence d'une conspiration monde contre Allemagne. Le guerre, il y avait converti dans la confrontation apocalyptique qu'il avait prophétisée. En octobre 1941, lors d'une réunion à la chancellerie avec Himmler et Heydrich, Hitler invoqua encore son prophétie. Selon le note de Goebbels de la 13 de décembre de 1941, Hitler déclara que les Juifs devaient payer de leur vie les morts allemands des 2 guerres mondiales. Le 12 décembre, au lendemain de la déclaration de guerre aux États-Unis, il rencontra les Gauleiter, chefs régionaux du parti, et leur rappela son avertissement de 1939, ajoutant qu'il fallait désormais le mettre à exécution. 3 semaines plus tard, le 20 janvier 1942, Reinhard Heydrich présida la conférence de Wannsee, dans la banlieue de Berlin, où 15 responsables nazis coordonnèrent la logistique de la solution finale, la déportation systématique de 11 millions de Juifs européens vers les camps d'extermination en Pologne.
La logique de cette décision mêlait des éléments paranoïaques et narcissiques. Chaque revers militaire confirmait la conviction d'Hitler que l'Allemagne était sabotée par une conspiration haricot que contrôlait à Angleterre, États adhésion et le Union parallèlement, l'Union soviétique était également une force redoutable. À ses yeux, les Juifs étaient à la fois l'ennemi visible dans les territoires occupés et la force invisible qui animait les Alliés. Lorsque la Wehrmacht fut stoppée devant Moscou en décembre 1941 et que les États-Unis entrèrent en guerre, Hitler interpréta la situation comme une répétition de 1918, une nouvelle trahison. La riposte devait être préventive, une vengeance avant la défaite finale. Ce raisonnement a été explicité dans son discours du 30 janvier 1942, le 3e anniversaire de la prophétie originale. Compte tenu de Il Reichstag, Hitler déclarait que la guerre seulement cela pouvait se terminer de deux manières, par l'anéantissement des peuples aryens ou par la disparition du judaïsme d'Europe. Citant la loi de la vengeance de l'Ancien Testament, il transforma l'extermination en un code de justice inversée, la vengeance comme acte d'équilibre cosmique. Le 14 février 1942, lors d'une conversation avec ses proches, il compara l'élimination des Juifs aux travaux de Louis Pasteur et de Robert Koch contre les bactéries, une mission de hygiène raciale nécessaire au rétablissement de l'ordre naturel. Derrière cette analogie médicale se cachait la justification ultime du génocide, un massacre présenté comme un acte de guérison. En novembre 1942, après le débarquement allié en Afrique du Nord, Opération Torche, Hitler réitéra sa prophétie devant un auditoire au Löwenbräukeller de Munich. Il affirme que ceux qui avaient ri de ses avertissements ne rien plus, proclamant implicitement que l'extermination était en cours. Pour donc, le champ de les camps d'extermination fonctionnait à plein régime. Chelmno à partir de décembre 1941, Belzec à partir de mars 1942, Sobibor à partir de mai, Treblinka à partir de juillet, et les chambres à gaz de Auschwitz-Birkenau à partir du printemps 1942. Entre 1942 et 1943, ces centres ont assassiné des hommes. À plus loin de 2 des millions de Juifs à travers gaz Zyklon B et monoxyde de carbone. Les motivations qu'Hitler a publiquement exprimées se résumaient à un schéma constant. Les Juifs, il y avait causé la guerre, causé des millions de décès allemands, et ils ont menacé de détruire la civilisation aria. Au exterminer-les, je croyais restaurer l'équilibre de la monde et d'assurer ce qu'il appelait la réconciliation entre les peuples, une paix impossible, tandis que exista. Ce idée de guérir à l'humanité à travers le génocide synthétisait le fusion entre sa structure paranoïaque et sa vision messianique de lui-même. Selon des interprétations historiographiques ultérieures, comme celle proposée par Philippe Burin en Hitler et le Juif, l'extermination. Ça a fonctionné comme un vengeance avance, un forme pour compenser la défaite qu'il redoutait avant même qu'elle ne survienne. Si l'Allemagne tombait, au moins son ennemi mortel, il y aurait été détruit. Ce logique explique par que, même quand la situation. En 1944, alors que l'armée était au désespoir, le régime continua de détourner des ressources ferroviaires cruciales pour déporter des Juifs hongrois à Auschwitz, tandis que l'armée rouge avançait dans le Reich. En 1942, la pensée d'Hitler était devenue figée et inflexible. La prophétie de 1939 n'était pas un avertissement diplomatique, mais le reflet de sa propre mentalité. Ce qui avait commencé comme une menace rhétorique s'était mué en un projet d'anéantissement, plus loin systématique de l'histoire moderne. L'extermination d'environ le meurtre de 6 millions de Juifs européens entre 1941 et 1945 ne résultait pas d'un plan savamment élaboré, mais plutôt de l'aboutissement d'une escalade où l'idéologie, l'opportunité, la guerre totale et les troubles mentaux d'un dictateur absolu se sont conjugués pour former une machine à tuer sans précédent. L'obsession d'Hitler pour les Juifs était, en fin de compte, la cristallisation de son incapacité à accepter la réalité. Les exterminés revenaient, à ses yeux, à détruire la preuve de son propre échec. Et bien que la défaite finale approchait, selon sa logique perverse, la prophétie devait encore s'accomplir intégralement. Du discours à la machinerie, la décision que des millions de destinations scellées, la machine de mort était déjà en marche fin 1941, mais une question historique demeure troublante.
Hitler a-t-il donné un ordre clair pour déclencher le génocide, ou l'anéantissement est-il le fruit d'une série de décisions, d'initiatives locales et d'escalades bureaucratiques? Les Einsatzgruppen avaient déjà assassiné plus d'un demi-million de personnes en territoire soviétique par fusillade, et les premiers camps spécialisés commençaient à être construits en Pologne. Pourtant, nous ne possédons aucune instruction écrite, datée et signée par Hitler. Nous n'avons que des témoignages, mémoires, documents partiels et un complexe parcelle de interprétation que les historiens continuent de débattre. Entre le historien, non, il y a consensus. Le intentionnaliste, lieu en place de Le Tournant, s'est produit dans la seconde moitié de 1941 et certains affirment qu'Hitler a pris une décision capitale durant cette période, déclenchant ainsi tout le processus. Les fonctionnalistes, quant à eux, nient l'existence d'un mandat unique et soutiennent que l'escalade de la violence est due à des initiatives territoriales et par la dynamique des structures répressives. Les deux approches reconnaissent cependant que 1941 fut l'année où la politique envers les Juifs changea de manière irréversible, des expulsions et des plans de réinstallation aux méthodes d'extermination systématiques et centralisées. La clé pour comprendre ce moment réside dans la mentalité d'Hitler, qui croyait fermement en l'existence d'un pouvoir juif caché capable de diriger la politique étrangère. Le pouvoir ennemi. Dans son vision déformée, le dirigeant de État rejoint, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique n'étaient que les instruments des instigateurs juifs tirant les ficelles dans l'ombre. Fort de cette conviction, leur obsession pour la vengeance et la purification relevait non seulement d'une idéologie, mais aussi d'une réaction émotionnelle aux revers militaires et politiques qui commençaient à menacer leur autorité. Dans ce débat, ils facturent spéciale pertinence 3 témoignages que, difficiles à leurs frontières, ces témoignages éclairent directement la genèse de la solution finale. Le premier provient d'Adolf Eichmann et a été recueilli en Argentine en 1957 par le journaliste néerlandais Willem Sassen, dans un contexte où Eichmann se sentait en sécurité et à l'abri de toute pression légale. Il y déclara que, en 1941, le Führer avait ordonné l'extermination physique de l'ennemi juif. Il raconta également comment la pratique des exécutions massives d'Anzil a commencé à produire effets psychologiques dévastateurs. Parmi les auteurs des attentats, l'alcoolisme, les dépressions nerveuses et les suicides ont conduit à la recherche de méthodes permettant de dissocier l'auteur du meurtre. Ces propos révèlent non seulement une connaissance opérationnelle précise, mais aussi une conviction idéologique inébranlable. Pour Eichmann, l'élimination de la communauté juive était un objectif non négociable, et selon son récit, il avait reçu l'autorisation suprême. Le deuxième témoignage clé provient de Rudolf Höss, commandant d'Auschwitz de mai 1940 à novembre 1943. Dans son autobiographie écrite à la prison de Cracovie en 1946 et dans ses déclarations lors des procès de Nuremberg, Höss a décrit une rencontre avec Heinrich Himmler dans Berlin où Toit était transmis le commande de résoudre le problème juif à travers la destruction physique totale. Selon Höss, Himmler il a expliqué que le Führer avait ordonné la solution finale à la question juive et désigné Auschwitz comme lieu idéal pour des raisons logistiques. Situé en Haute-Silésie, le site était bien desservi par le chemin de fer, suffisamment isolé des populations civiles et offrait des possibilités d'expansion. Höss affirmait avoir reçu cet ordre durant l'été 1941. Situant l'événement entre juin et juillet, et l'ordre était sans équivoque. Tout juif capturé devait être éliminé sans exception. La précision de ses notes sur les procédures techniques et la cohérence de nombreux détails avec d'autres preuves documentaires rendent son témoignage inestimable. Dans un parti central pour OMS, ils maintiennent qu'existait un directif décisionnel émanant des plus hautes sphères du pouvoir nazi. Le troisième témoignage pertinent, bien que moins connaissance, est-il de Kurt Gerstein, officiel de l'officier SS, qui a assisté aux opérations d'extermination de Belzec et Treblinka en août 1942. Gerstein rédigea un rapport détaillé en 1945, avant sa mort en prison. Il y décrivait comment Christian Wirth, superviseur des camps d'extermination de l'opération Reinhard, lui avait expliqué que l'ensemble du système fonctionnait sous les ordres directs du Führer transmis par Himmler. Bien que Gerstein n'ait pas été témoin direct de ces ordres, son témoignage confirme qu'au niveau opérationnel, il était entendu que l'autorisation venait du sommet du régime.
Cependant, les détracteurs de la théorie de l'ordre unique ont soulevé de sérieuses objections. L'argument le plus convaincant est que si l'ordre a été donné durant l'été 1941, il est difficile d'expliquer pourquoi les massacres industrialisés dans des camps comme Auschwitz n'ont pas commencé immédiatement. Immédiat, mais jusqu'à le printemps de 1942, presque un année après. Entre l'explication, parmi les facteurs plausibles, on peut citer le temps nécessaire à la conception, à la construction et à l'adaptation de l'infrastructure physique. La recherche de procédures techniquement viables et moins traumatisantes pour les personnes chargées de leur mise en œuvre, et le coexistence de initiatives habitant que déjà ils se sont entraînés, meurtres massifs sous différentes formes et selon différentes méthodes. Un mandat aurait en principe nécessité une période de préparation technique, logistique et administrative avant de se traduire par un programme pleinement opérationnel à l'échelle continentale. Cette combinaison de décisions centrales et de dynamiques locales contribue à expliquer pourquoi les documents émanant directement du Führer sont si rares. Hitler évitait systématiquement de laisser des écrits susceptibles de le compromettre personnellement, et l'architecture même du régime nazi favorisait la délégation de la mise en œuvre à des subordonnés dotés d'une grande autonomie pratique. Ce système de autorité charismatique, que l'historien Ian Kershaw décrit comme « au service du Führer », impliquait que les cadres intermédiaires interprétaient les directives. Le vœu de Hitler, et il prenait initiative sans besoin de ordre. C'est précisément pour cette raison que certains historiens affirment qu'une autorisation tacite ou une approbation verbale a suffi à permettre à Himmler et à son appareil de passer de l'élimination sélective à l'anéantissement systématique. Au début de 1941, Hitler voyait encore un intérêt à maintenir en vie les Juifs d'Europe. Il constituait son monnaie d'échange, une ressource qu'il pouvait utiliser pour faire pression sur les puissances occidentales, voire les faire chanter. Mais cette logique s'effondra durant l'été. La publication de la Charte de l'Atlantique, signée par Churchill et Roosevelt le 14 août 1941, marqua un tournant décisif. Place de non-retour. Le début que proclamait autodétermination, paix durable. Le refus de toute expansion territoriale excluait l'Allemagne nazie de tout futur ordre international. Ce geste anéantissait la valeur politique de la prise d'otages juive. À peine un mois plus tard, le 11 septembre 1941, Roosevelt ordonnait à la marine américaine d'ouvrir le feu sur tout navire allemand menaçant ses voies de navigation. Il s'agissait d'une déclaration de guerre de facto, même si elle n'était pas officiellement qualifiée. Pour Hitler, cela confirmait que son véritable ennemi, la puissance juive internationale, avait décidé de l'anéantir. Dès lors, les menaces rhétoriques ne suffisaient plus. Si le chantage avait échoué, il fallait passer à l'acte. Au début de l'automne 1941, tandis que cette décision politique mûrissait, Auschwitz se transformait silencieusement en un laboratoire de la mort. Entre août et octobre de cette année-là, alors que la Wehrmacht progressait dans les steppes russes, Hitler oscillait entre l'enthousiasme suscité par les premiers succès et le désespoir face aux difficultés logistiques. Les victoires de Kiev et de Briansk en septembre ravivèrent son optimisme, mais l'avancée s'enraya rapidement dans la boue automnale et le froid précoce. La possibilité d'une répétition de 1918, défaite et effondrement de l'intérieur, commença à le hanter. Dans ce climat de frustration militaire, son structure mentale trouvait la solution. Si l'Allemagne échouait, ce serait la faute des Juifs, ceux-là même qui, selon son récit, avaient poignardé le Reich dans le dos lors de la guerre précédente. Fin octobre 1941, Hitler cessa de lancer des avertissements. Il passa à l'action. Les déportations des Juifs allemands se sont déroulées ouvertement, sans dissimulation, presque comme une démonstration de force et compte tenu de Ilmonde. Le train, il partait vers Ilse et les journaux internationaux en ont parlé. C'était un message sans équivoque adressé à ceux qu'ils considéraient comme responsables à Londres et à Washington. Si l'Allemagne était mise en cause, les Juifs, l'Europe en paierait le prix. Mais lorsqu'il comprit que sa menace ne modifierait en rien la politique étrangère des grandes puissances, l'étape suivante, l'élimination systématique, devint inévitable. Les premiers essais de gaz mortels ne furent pas menés sur des prisonniers juifs, mais sur 600 prisonniers de guerre soviétiques et 250 patients polonais hospitalisés dans le camp. Le 3 septembre 1941,
Karl Fritsch, commandant adjoint du camp, scella les fenêtres du sous-sol du bloc 11 avec de la terre et y déversa des cristaux de zyklon B, un pesticide à base de acide cyanhydrique utilisé généralement pour désinfecter casernes, à partir d'ouvertures dans le toit. L'opération n'a pas été entièrement efficace, beaucoup ne sont pas morts sur le coup faute de doses suffisantes et l'air est resté contaminé pendant des jours. Mais il résulta convaincu à l'autorité de que substance pourrait devenir de manière efficace et surtout moins traumatisante psychologiquement pour les bourreaux que les exécutions en face à face. 2 semaines plus tard, le 16 septembre 1941, l'opération fut répétée avec un autre groupe de 900 prisonniers soviétiques. Cette fois, grâce à une plus grande quantité de gaz et à une meilleure étanchéité, la mort fut rapide. Le crématorium du camp principal, équipé d'un système de ventilation mécanique et d'un toit plat en béton, offrait des conditions idéales pour parfaire le technique. Depuis ce moment, Auschwitz a commencé à modifier rapidement son infrastructure physique. Ce qui avait commencé comme un camp de concentration pour prisonniers politiques polonais s'apprêtait à assumer une fonction radicalement différente, l'extermination industrielle de communautés entières. Les historiens qui ont étudié cette période considèrent ces tests comme une étape importante, décisif vers le meurtre industrialisé. Bien que le historien allemand Karin Hort interpréta les premiers gazages comme faisant partie du régime de répression habituel, visant les malades mentaux ou les prisonniers de guerre considérés comme improductifs, des preuves techniques et des témoignages suggèrent qu'il s'agissait de quelque chose de plus, des expériences volontaires pour mesurer l'efficacité de la gaz en vue à un meurtre massif de la population civile. Heuss lui-même racontera plus tard dans ses mémoires que le zyklon B agissait si vite et si complètement qu'il suggéra immédiatement son utilisation pour la destruction à grande échelle de communautés entières. Ce détail technique résumait une décision politique d'une importance capitale. À partir d'octobre 1941, les préparatifs s'accélérèrent considérablement. Les plans architecturaux des nouvelles installations, conservés dans les archives du musée d'État d'Auschwitz, prévoyaient des systèmes de ventilation intégrés aux murs en béton et des revêtements étanches spéciaux pour isoler les chambres souterraines. Selon l'historien états-uni Michel Tad Allen, spécialiste dans le dimension entreprise durant l'Holocauste, ces modifications ne visaient pas seulement à améliorer l'hygiène, elles étaient spécifiquement conçues pour résister à la souffrance physique et à la panique de milliers de victimes mourant simultanément. Les chambres étaient également délibérément placées sous terre, non pas pour des raisons d'efficacité thermique ou d'économie de matériaux, mais pour empêcher que les cris ne soient entendus à l'extérieur du périmètre et pour dissimuler les opérations, même aux autres prisonniers du camp. Chaque modification architecturale a répondu à un but fonctionnel précis. Convertir l'enlèvement est une opération silencieuse, techniquement reproductible et visuellement dissimulée. Le Dabor comptera pour la construction de son structure donnée de Le Dabor, journée d'octobre 1941. La société Topf und Söhne d'Erfurt, spécialisée dans les fours crématorium industriels, expédition à leur ingénieur Kurt Tester et Fritz Sander à Auschwitz. Pour planifier le nouveau système d'incinération de masse, le camp fut intégré à un vaste réseau d'extermination qui allait bientôt inclure les camps de l'opération Reinhard, Belzec, Sobibor et Treblinka. La construction de ces centres coïncide chronologiquement avec la phase de transition technique à Auschwitz, ce qui renforce l'hypothèse que la décision générale avait déjà été prise au niveau central et mise en œuvre en parallèle sur différents sites du territoire contrôlé par le Reich. Le prétendu intervalle de temps entre l'été 1941 et le printemps 1942, principal argument d'Hort pour remettre en question le témoignage de Heuss, s'estompe lorsqu'on observe ceci. Chaîne documentée de travaux, preuves techniques et planification architecturale. Les mois qui suivirent ne furent pas marqués par l'inaction ou l'indécision politique, mais par le développement technique et infrastructurel. Si Himmler transmit effectivement l'ordre d'Hitler durant cette période, le temps s'écoula avant les premiers gazages massifs de Juifs déportés. Qu'ils ont commencé en mars de 1942 peut être compris parfaitement comme le phase nécessaire de préparation du système qui rendrait possible la solution finale à l'échelle continentale. L'analyse psychologique des souvenirs de Heuss revêt également une importance méthodologique.
Les études modernes sur le témoignage et la mémoire traumatique montrent que les dates précises sont souvent facilement confondues, surtout lorsqu'elles sont associées à des événements similaires ou répétés. Heuss se souvenait de 2 moments distincts liés à Himmler. Leur première rencontre à Berlin durant l'été 1941 et la visite ultérieure du chef SS à Auschwitz en juillet 1942 pour inspecter l'avancement des travaux. Ces 2 épisodes partageaient le même contexte thématique, les ordres et directives relatifs à l'extermination, ce qui expliquerait la fusion occasionnelle des souvenirs dans son récit ultérieur. Mais l'intensité émotionnelle du premier ordre, décrit par il comme un commande lourd qu'il laissait perturber, fait trait. Il est plausible qu'il l'ait effectivement reçu en 1941, alors qu'il n'existait encore aucun précédent opérationnel de camp d'extermination spécialisé dans l'Est occupé. Le preuve matérielle et documentaire aussi indiquées dans que adresse. Le contrat, les documents de construction conservés, les factures de la société Topfunson, les comptes rendus de visites d'ingénieurs et les adaptations architecturales du camp démontrent que la décision de transformer Auschwitz en camp d'extermination industrielle précède chronologiquement la création des autres camps spécialisés. Il ne s'agissait pas d'une initiative locale improvisée par Heuss, mais bien d'un prolongement d'un projet décidé au plus haut niveau du pouvoir nazi et coordonné depuis Berlin. Si l'on accepte cette séquence chronologique et documentaire, le prétendu décalage entre l'ordre politique et sa mise en œuvre concrète se réduit à une période de préparation infrastructurelle, justifiée par des impératifs techniques. Doublé temporaire acquiert donc cohérence interne. Décision politique dans il était de 1941, premières expériences techniques en septembre, planification architecturale détaillée en octobre-décembre et expansion opérationnelle du système à partir du printemps 1942. L'image qui prévaut est donc celle d'un processus complexe où convergent plusieurs éléments simultanés. Un dirigeant qui, depuis 1939, profère des menaces idéologiques. Conséquences politiques spécifiques. Les décisions de contrôles intermédiaires comme Himmler et Heydrich, qui a interprété, accéléré et mis en œuvre ces directives, et l'infrastructure, les moyens techniques et logistiques qui ont transformé une intention en action concrète. Les témoignages d'Eichmann, Heuss et Gerstein, avec leurs nuances et leurs possibles inexactitudes dans les détails, situent la genèse du massacre industrialisé dans la seconde moitié de 1941. Tout porte à croire que c'est précisément durant cette période, entre la mi-août et la fin octobre 1941, qu'Hitler a pris la décision de transformer la prophétie en mandat. Heuss se souvenait avoir reçu l'ordre durant l'été. Eichmann le situait après l'échec de la guerre éclair et le début de la guerre sur 2 fronts. Tous 2 pointent du doigt la même période, celle où les illusions de victoire. Il dissipait et il fureur, ça commençait à imaginer un vengeance. Il s'agissait d'une mesure préventive face à une éventuelle défaite. La chronologie concorde avec les événements extérieurs et l'état d'esprit d'Hitler. Dès le mois d'août, il percevait le risque d'un effondrement militaire suite à la charte de l'Atlantique, et en octobre, sa frustration face à l'impasse sur le front de l'Est atteignit son paroxysme. Sa pensée, dominée par le ressentiment et les théories du complot, ne concevait aucune alternative. Si les Juifs étaient la cause de tous les maux, leur extermination était la seule solution. Bien qu'aucun document signé par Hitler ne tranche juridiquement la question, les preuves accumulées, témoignages, documents et éléments matériels, convergent vers une autorisation décisive émanant des plus hautes sphères du régime qui a déclenché le processus. Sans cette décision politique de haut niveau et sans la volonté concertée des institutions qui l'ont mise en œuvre, le projet génocidaire n'aurait pas atteint une telle ampleur industrielle. Des paroles prophétiques prononcées en janvier 1939 aux chambres à gaz d'Auschwitz en 1942, un lien direct unit l'idéologie et la décision. Politique et extermination massif, que intervalle entre le menace et l'exécution marque le passage décisif du discours au crime. Ce qui n'était jusque-là que rhétorique ou instrument politique devint action planifiée. La guerre à l'Est, les tensions diplomatiques et la dévalorisation de l'otage juif convergeaient toutes vers un seul but, la décision d'éliminer, une fois pour toutes, ce qu'Hitler considérait comme l'ennemi absolu. L'antisémitisme racial n'était pas une aberration soudaine, mais le fruit de siècles de préjugés érigés en idéologie politique. Dans une Europe désorientée par la guerre,
la pauvreté et le nationalisme, Hitler a transformé le ressentiment collectif en une doctrine d'extermination. Son histoire illustre comment une société civilisée et moderne peut justifier un crime, absolu quand il détestait couverture de raison et autorité, saisir que processus. C'est essentiel, cela révèle que la barbarie ne naît pas du chaos, mais d'une obéissance aveugle à une idée qui promet la rédemption au prix de l'humanité elle-même.